Vous êtes sur Géopolitique Profonde, nous sommes samedi soir, il est 19 h et nous allons évoquer un sujet, s'il est un sujet essentiel, c'est bien celui-ci, c'est celui de l'agriculture, c'est celui de notre paysannerie. Elle n'a jamais autant souffert, on ne se rend pas compte à quel point, en la voyant disparaître, c'est nous qui allons disparaître très 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 rapidement. Rejoignez-nous, voilà la communauté de Géopolitique Profonde, c'est sa revue, 19e c'est en décembre, 20e c'est en janvier, vous y avez tout un tas de ces auteurs que vous aimez dans les différents plateaux que nous vous offrons sur Géopolitique Profonde. Évidemment, tiens, Claude Janvier, qui est un des permanents de nos matinales le matin à partir de 7 h, Chevrier, que mon camarade Raphaël Beslu interviewe assez souvent. Il nous pronostique en 2025 une apocalypse nucléaire. Hein, voilà, bonne année. Hein. Sigaud, Vernochet, osons sur la révolution quantique. Osons la révolution quantique, si vous me permettez ce vilain jeu de mots. Andy Bussaglia et Franck Pengam, monsieur le directeur, sur la France dans les BRICS. Et puis, les produits dérivés, voilà. Donc, pour moi, en hiver, c'est parfait, un bonnet. Sinon, vous avez les sweats à capuche, les casquettes, et puis les mugs. GPTV, évidemment, avec le mug du patron de Borowski, il ne faut pas avoir peur. Tiens, on va leur demander à nos invités, avant même de leur poser des questions, ils vont aller sur le concours du Il ne faut pas avoir peur. Allez, au hasard, Bruno Quenu que vous connaissez, Philo Vino. Bruno Quenu, c'est La vie mystérieuse du vin aux éditions du Cherche Midi. C'est un homme du vin, mais c'est aussi un philosophe. Et pas seulement. Comment il dit, Schwab, déjà? Il ne faut pas... Avoir peur. Oui, mais avec l'accent. Ah, je connais pas. Tu sais pas le faire avec l'accent? Non, j'écoute pas beaucoup cet homme-là. Bon, écoute, t'es hors concours, tant pis. Et puis de toute façon, la peur, c'est l'énergie la plus dense de l'univers. Et plus basse. Et donc, c'est celle qui génère les catastrophes. Ouais. Et donc, il faut cultiver les forces intérieures qui nous font dépasser de loin les peurs. Et en plus, ça devient miraculeux. Donc, laissons les peurs à ceux qui veulent les conserver. Et surtout, elles nourrissent un certain nombre d'individus qui prennent le pouvoir avec la peur. Donc laissons-leur de côté, laissons ça de côté. Tu t'y attendais pas, hein, j'ai réussi à te surprendre. Oui, tout à fait, voilà. À ma gauche, il va planter l'huile décor, Éric Martin, il est président du cabinet StratEMH, c'est un ancien Saint-Cyrien, section gendarmerie. Et là, il a eu à en voir des affaires. Hein. On ne le dira pas, on n'en parlera pas plus que ça. On en a parlé avant le début de cette émission. Et puis ensuite, l'ENA, nul n'est parfait. Je vous rassure, nul n'est parfait. Je sais bien. Voilà, hier, on a eu un énarque déjà. On se corrige. Voilà, à 19 h. Et puis la commission. Européenne, commission de Bruxelles, voilà, dans l'antre de la bête. Oui. Et puis alors donc c'est un sujet que vous connaissez pertinemment, enfin vraiment franchement bien, qui est le sujet de l'agriculture, à la fois dans le monde, en Europe, et puis en France. Est-ce que vous pourriez, déjà bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci. Je vous avais déjà eu il y a quelques années, durant le confinement sur Radio Courtoisie, vous nous aviez fait l'honneur en distanciel, hein, on ne se connaissait pas, et on avait fait une émission. Justement parce qu'on pouvait s'inquiéter déjà à l'époque, éventuellement de rupture dans la chaîne d'approvisionnement, choses comme ça. Est-ce qu'on pourrait commencer cette émission, Éric Martin, par l'état général de délabrement de l'agriculture en France? On voit, ils manifestent, ils ne sont pas entendus. Ça va aller jusqu'où cette histoire? Je crois que là, nous sommes à un tournant majeur du système école de manière générale, de l'agriculture dans un deuxième pilier, mais aussi de notre mode demain d'alimentation. Tout ça, c'est lié. Je crois qu'on a la fin d'une activité agricole qui était sereine, rurale, travailleuse, de qualité. Et aujourd'hui, on est en train de perdre ça. Je pense qu'on a perdu pied avec notre agriculture. On affronte de plus en plus la ruralité avec les grandes mégapoles, mais les grandes villes. Ceux des grandes villes veulent instrumentaliser et mener le là et le lait dans le milieu rural. On voit bien avec l'arrêt du coq, là, il y a quelques années, qui chantait et que ça dérangeait ceux qui venaient en week-end visiter dans la résidence secondaire. Donc là, oui, je crois qu'on est à un moment un peu crucial pour l'agriculture. D'ailleurs, le ministère de l'Agriculture en a pris conscience parce qu'ils ont nommé un délégué interministériel du mal-être agricole. Donc, du mal-être
agricole. On voit bien qu'il y a un vrai sujet et que l'État en a bien conscience. Mais aujourd'hui, on n'a pas de réponse. On n'a pas de vision, on n'a pas de philosophie de l'agriculture. On ne sait pas où aller avec nos agriculteurs dans l'ensemble. Alors, ce n'est pas vrai pour toute l'agriculture, parce qu'il y a des agricultures qui sont différentes entre ceux qui font des produits animaux, laitiers, les céréales, le vin, la transformation, les huiles, etc. Donc tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, je peux dire, mais il y a des fondamentaux, principalement sur la viande. Là, ils sont en souffrance. Ça ne consomme pas, ça ne produit pas. On est en train de perdre pied. On nous oblige avec des taxes carbone, des éco-taxes à produire autrement. Mais l'autrement, on ne nous a pas expliqué comment il fallait faire. On nous a dit qu'il fallait faire autrement, mais on ne nous a toujours pas expliqué. Donc voilà, oui, je pense que je suis un peu inquiet. Je ne sais pas comment demain sera aménagée, sera conduite notre agriculture. J'espère qu'elle ne va pas dans le mur, parce que ça sera compliqué, et je ne veux pas non plus qu'on soit dépendant d'une offre alimentaire externe. Parce que l'agriculture française, c'est un joyau. On est au patrimoine de la gastronomie au niveau de l'UNESCO, donc c'est quand même quelque chose. Hein. On est un seul pays mondial avec ce patrimoine immatériel à l'UNESCO. Il faudra faire quelque chose. Mais on ne se donne pas les moyens non plus de faire en sorte de valoriser ces hommes et ces femmes qui sont dans ces filières de production, qui sont complètement noyés par les charges, noyés par la pression économique, noyés par la grande distribution, noyés par la surréglementation française, qui crée la distorsion sur notre marché unique. Et donc, je suis très inquiet. Et je ne vois pas demain comment on peut s'en sortir, si ce n'est par le courage des paysans. Je voudrais dire un grand merci à ces hommes et ces femmes qui sont dans le monde de l'agriculture, parce que c'est le seul secteur d'activité avec l'extraction de fer, avec les minerais, qui a fait autant de révolutions industrielles et autant de révolutions économiques. C'est le seul secteur d'activité. D'autres activités ont fait des révolutions, mais pas à ce point-là. Et on ne peut que les remercier d'être encore là aujourd'hui. Vous êtes président du cabinet Strat EMH. Éric Martin H. Vous faites du conseil ? Oui, conseil. Très bien. Est-ce que tout n'est pas dit quand, avec le Mercosur, j'avais une invitée dernièrement qui me disait « mais on va nous faire manger bientôt des cafards. Les cafards, on les chasse des maisons et ils vont revenir dans des farines, dans l'alimentation des Français demain. » C'est possible ça ? En tout cas, je crois que politiquement, on a été un peu léger sur cette gestion du Mercosur. C'est un peu lunaire. Et c'est très français, globalement, parce qu'on découvre la chose à midi moins le quart pour l'application à midi. C'est très français, ça. Alors, c'est quelque chose qui est préparé depuis comme des années. Hein, une vingtaine d'années. Hein, une vingtaine d'années. J'étais à la Commission européenne à l'époque, on parlait déjà de l'accord bilatéral Europe-Mercosur, donc il y a 20 ans. Oui, 99. Donc, c'est pas sorti d'hier. Mais on fait une passe à 10, c'est toi qui vas gérer, c'est pas moi, enfin, etc. Patate chaude. Et puis, on a perdu pied avec l'intérêt suprême de la souveraineté alimentaire. Le patriotisme alimentaire, le patriotisme, c'est pas que national, industriel, hein, c'est pas que l'armement, c'est aussi alimentaire. C'est pas que le football. C'est pas que le football, c'est pas que l'armement, que la pharma, mais c'est sûr, pour moi, c'est l'alimentation également. Et donc, la Mercosur, je pense on doit se réveiller, on doit faire en sorte. J'entends, ils ont plutôt raison, le monde agricole descend dans les rues pour dire mais on va se faire écraser, on va importer. Je trouve qu'il y a des solutions techniques, juridiques. Hein. La Commission européenne peut imposer des quotas, par exemple. Si on avait besoin de produits, on peut imaginer que ça passe par des quotas. Mais d'abord, qu'ils nous montrent l'exemplarité sur leur propre production. C'est des gens qui veulent nous exporter sur les phytos, sur le bien-être animal, sur le coût social, sur la parité homme-femme, enfin, tout ce qu'on nous impose et qui est plutôt raisonnable d'une manière générale, enfin, ce qui peut paraître raisonnable en Europe. Mais voilà. Et donc on laisse filer. Et je suis plutôt inquiet. Et la France ne sera pas écoutée. Alors si j'ai bien compris les dernières tractations politiques au niveau du Parlement, du Conseil de l'Europe, donc on est en train de faire le tour actuellement des popotes là, au niveau de l'Europe. Mais je crois que la France est un petit peu en difficulté pour demander des leçons à d'autres pays. Et je pense que c'est un peu chaud. Donc là, je suis très très vigilant. Il y a les élections des chambres d'agriculture la semaine prochaine qui commencent pour 15 jours. Oui, c'est peut-être un peu pour ça qu'ils ont envoyé leurs ouailles dans les rues. Mais c'est un peu normal parce que c'est seulement aussi qu'on peut les écouter parce qu'on les écoute pas trop quand même. Hein. Moi, j'appelle le ministère de l'Agriculture plutôt un ministère de gestion de crise. On devrait rajouter à côté de agriculture et alimentaire et de gestion de crise. Ça ne fait que ça, et depuis des années. Et je suis très inquiet avec l'accord de Mercosur.
on le serait à moins. Merci Eric Martin. Bruno Quenu, on vous attend normalement plus sur l'esprit du vin, l'esprit et la lumière. Là, est-ce qu'on peut distinguer, est-ce que quand on est dans la crise, dans l'urgence, il faut ou non distinguer, je dirais, le fait déjà de se nourrir, d'être en mesure d'avoir une souveraineté alimentaire, de la façon dont on produit. Parce que j'ai envie de dire, culture extensive, culture intensive, je vais faire la même chose à chaque fois que j'ai affaire à des personnes qui vendent toujours le bien manger. Oui, peut-être, mais est-ce que la priorité déjà, ça ne serait pas d'avoir la souveraineté alimentaire, ou est-ce que vous considérez que c'est un artifice de vouloir les séparer ? Ah non, pour moi c'est une évidence, c'est-à-dire que si on prend depuis l'époque des chasseurs-cueilleurs, la nourriture est locale, puisqu'on se déplace justement pour manger local. Donc c'est pas rien. Donc la paysannerie est née de ça. Du début élevage, on va enfermer des animaux sauvages dans un enclos pour pouvoir garder de l'aliment, pour garantir une sécurité alimentaire à la famille, à la communauté. Donc c'est un peu un élevage opportuniste. D'abord, ils viennent tels des commensaux, on leur donne... et puis hop, petit à petit, on leur met la main dessus. Bien sûr, parce que le but, c'est vraiment de nourrir la famille. Aujourd'hui, il n'y avait pas de végans à l'époque. Donc il fallait ça commence par l'élevage. Même en Inde, la vache sacrée, c'est arrivé après, justement, parce qu'elle est devenue sacrée, parce qu'elle était tellement utile par ailleurs, parce qu'ils avaient tellement abîmé la nature que pour la reconstruire, il fallait des vaches pour nourrir le sol. Donc, et donc tout ça, ça a créé le monde paysan tout doucement, parce qu'on va commencer à semer, récolter, et le paysan, il est lié au paysage, et c'est celui qui a le genou en terre. On voit bien qu'on n'est pas dans une société d'humilité. Il n'y a pas d'humilité. Aujourd'hui. On est dans un égocentrisme incroyable. Il n'y a plus d'huile dans la société, puisque tout le monde essaie de profiter de tout le monde. On peut plus. On est vraiment dans la négociation à l'arrache, puisque si on peut avoir l'autre, c'est mieux que dans la négociation. On se dit, de toute façon, là, j'ai réussi. Et donc, moi, j'ai des gens qui me disent, mais si j'achète ce vin-là, peut-être ailleurs, là, je pourrais faire une bonne affaire. Mais tu as fait une bonne affaire ? Et si le vigneron ne peut plus vivre de son produit, ou le paysan, eh bien, ton fils, il aura fait une bonne affaire. Puisque ton fils, il ne pourra jamais manger comme toi, tu as mangé. Parce que la grande distribution, quand elle est allée chercher des produits qui étaient au départ de qualité, mais le paysan ne peut plus le produire de cette même qualité, puisqu'on lui tire tellement les prix, que demain, tout simplement parce que le client, au bout, et comme disait Coluche, si personne l'achetait, ça ne se vendrait pas, eh bien... C'est ce qui s'est passé. Et après, vos enfants, demain, mangeront mal à cause de vous. Donc, vous avez fait une bonne affaire. Vous croyez que vous avez fait une bonne affaire. Et en fait, on est vraiment dans ça. C'est-à-dire qu'on a tellement séparé les gens, on a perdu l'idée de la communauté, justement, les communautés primordiales, où la nécessité, c'était de continuer la culture du paysage, etc. Et tout à l'heure, Eric parlait d'un agenda avant l'émission, de l'agenda, comment ça s'est produit, 72-73, le remembrement, etc., la spécialisation agricole, augmenter les productions, mais augmenter les productions pour faire de moins en moins bien, de moins en moins bon, de moins en moins juste, et avec une nourriture qui n'a plus de conscience. Une nourriture qui est déliée de la conscience et déliée d'humilité. Le paysan, quand il est humble, il produit quelque chose par l'humilité, il produit quelque chose qui porte le souffle de cette relation tertielle très fortement, et dans l'aliment, il y a ça. On rappelle humilité, humus. Humus, donc la terre. C'est la genèse, c'est toute la genèse. Et là, tout ça, tout doucement, a été complètement perdu par l'industrialisation, la production, etc. Donc on est dans une panne spirituelle, en fait. Mais les gens vont vous dire, on a fait ça pour pouvoir nourrir toute la planète. Sinon, on n'aurait pas pu. Oui, et en fait, on se rend compte qu'il y a une malnutrition mondiale qui est énorme. Si on regarde aujourd'hui, la surface agricole utilisée dans le monde, elle n'a jamais été aussi faible. Parce qu'en fait, en plus, on réduit le nombre de types de production, c'est-à-dire que le blé, le riz, etc., 5-6 produits vont représenter 90% de la production mondiale.
Le problème, c'est qu'il y a des terres qui ne sont pas faites pour ça. Il faut faire autre chose dessus. Mais ça, c'est plus valorisé. Donc tout doucement, on a des gens qui ne peuvent plus produire sur leurs terres. Et si vous allez en Sologne, moi j'ai connu la Sologne il y a 50 ans, et j'y allais, j'avais un oncle et une tante qui cultivaient là-bas, qui étaient pauvres, mais ils cultivaient des produits. Aujourd'hui, en Sologne, il n'y a plus de ferme. Il y a combien de temps, vous disiez? Il y a 50 ans. Vous n'êtes quand même pas le comte de Saint-Germain, vous avez quel âge? J'ai un peu plus, voilà. En fait, quand vous visitez là-bas, c'est des friches. C'est des friches, mais en totalité. Il n'y a plus de ferme du tout. Il y a un village où il y avait 35 fermes à Millancé. Aujourd'hui, il n'y a plus une seule ferme. C'est que des friches. Donc, quand on dit qu'on a fait ça pour augmenter, pour nourrir tout le monde, alors ça, c'est vraiment faux. Et on a moins besoin, quand on mange une nourriture qui est vraie, qui est juste, qui est emplie de ce souffle, de cette énergie, il y a besoin de moins manger. Donc, c'était vraiment un grand mensonge. Et il suffit de regarder à qui ça a profité. Eh bien, à très peu. Voilà. Et c'est toujours le même résultat, c'est-à-dire qu'il suffit d'analyser, de regarder, ça a profité à très peu. Les paysans crèvent, se suicident, sont malades, leurs enfants ne restent pas. Là, on arrive à une situation, c'est-à-dire qu'on arrive à une fin de génération, là. On va avoir un basculement. Et ça, c'est un problème de transmission, ça n'a pas de rapport avec ce que vous disiez avant. Mais parce que les enfants ne restent pas, ils veulent partir. Ils n'aiment plus leur métier, le métier de leurs parents. Ils voient leurs parents crever, ils voient leurs parents qui sont des ouvriers, qui ne sont plus des décideurs de leur terre. Ils n'ont plus de relation avec la terre. Ils sont coupés. Et donc, il n'y a plus d'énergie. Et on voit que la réponse politique, elle est absolument dramatique, que ce soit celle de l'Europe ou de la France. Donc, je ne vois pas pour l'instant de réponse. En tout cas, on n'a pas les niveaux nécessaires. Et puis, ça ne peut pas être dans les villes qu'on trouve des solutions pour la campagne. C'est ça qui est terrible aussi, ça. C'est qu'on voit des gens parler de l'écologie agricole, etc., dans des bureaux en ville. Mais ces gens-là, il faut qu'ils aillent se promener et faire un stage chez les paysans pendant une quinzaine d'années. Et puis après, ils pourront discuter dans les bureaux. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.